Emmett, un jeune avocat de 30 ans fraîchement diplômé, avait tout pour être heureux. Marié à la jolie Ashley, le couple venait d'accueillir leur 5e enfant. Seulement, un soir, la double vie de ce père de famille au-dessus de tout soupçon va être mise à jour et les conséquences vont être dramatiques. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo entre adultère, mensonge et trahison. Cette affaire, j'en suis sûre, ne vous laissera pas indifférent, mais sans plus attendre, je vous propose de découvrir ensemble tous les détails de cette triste histoire. Emmett est né le 30 août 1980 à Boise, la capitale de l'État de l'Idaho. C'est dans cette ville d'environ 200 000 habitants que le petit garçon grandit. Il aime la nature, les grands espaces et le sport de façon générale. Très fonceur, il pratique le football américain depuis son plus jeune âge ainsi que le ski. Alors qu'il est encore enfant, ses parents divorcent et chacun d'entre eux refait sa vie. Malgré cette séparation, Emmett ne manque pas d'amour, il est entouré de ses parents, de ses grands-parents, de ses oncles et de ses tantes. Toute la famille est très unie et ils apprécient particulièrement se retrouver lors de réunions familiales autour d'un bon barbecue. Emmett, qui est très travailleur et ambitieux, réussit brillamment ses études. Au lycée, il joue dans l'équipe de football américain de son établissement. C'est un charmant jeune homme assez populaire, il est très charismatique et a beaucoup d'amis. C'est durant cette période, en pleine quête spirituelle, qu'il rejoint l'église des saints des derniers jours, autrement dit, il devient mormon. Après avoir brillamment obtenu son baccalauréat, il s'inscrit à l'université. Toutefois, comme le veut la tradition chez les Mormons, il interrompt ses études pendant 2 ans pour partir en mission au Brésil. À son retour, il reprend ses études, c'est alors grâce à un ami commun qu'il rencontre une jeune étudiante, Ashley. Le courant passe immédiatement entre eux, ils ont de nombreux points en commun. Comme lui, Ashley Harmon, qui est née en décembre 1982, fait partie de la communauté mormone. Elle est la première fille de ses parents, John, 29 ans, et Terry, 28 ans, qui ont déjà 2 garçons, Jefferson qui a 3 ans et Josh qui a 4 ans. La famille mène une vie plutôt modeste, seul le père travaille en tant qu'agent immobilier. Comme c'est souvent le cas dans la communauté mormone, Terry, la mère, se dédie exclusivement à l'éducation de ses enfants. Plus jeune, John avait de grandes ambitions, cependant après son mariage, il a mis ses études de côté pour subvenir aux besoins de sa famille. L'arrivée de leur 3e enfant, Ashley, l'amène à réfléchir. Il souhaite avoir un meilleur revenu pour offrir le meilleur à sa femme et à ses enfants. Il décide donc de poursuivre ses études et s'inscrit à l'école de chiropraxie de Los Angeles. C'est pourquoi, en septembre 1986, alors qu'Ashley a seulement 4 ans, la famille part s'installer en Californie du Sud. C'est une période difficile pour eux, le budget est très serré, ils vivent dans un tout petit appartement. Terry, la mère, se charge de l'éducation des enfants pendant que le père poursuit ses études. La famille est profondément croyante, ils fréquentent assidûment l'église et les enfants participent activement à des programmes pour la jeunesse. Ainsi, Ashley grandit dans la foi avec des valeurs très fortes telles que l'importance de la famille. D'ailleurs, comme beaucoup de jeunes femmes de cette communauté dont nous avons parlé dans des vidéos précédentes, Ashley nourrit dès son plus jeune âge le rêve de devenir mère et de fonder sa propre famille. Malgré les contraintes financières de cette époque, la famille s'agrandit avec l'arrivée de 2 petites filles. Abby, qui naît 1 mois après les 5 ans d'Ashley, et Ali, 2 ans plus tard. Ces naissances comblent de bonheur Ashley. L'arrivée de ses jeunes sœurs la ravit, elle s'en occupe beaucoup, elle peut ainsi exprimer son côté maternel très prononcé. Autre point commun avec Emmett, en août 1990, après que son papa a obtenu son diplôme, la famille s'installe à Boise. C'est une nouvelle vie, John ouvre son cabinet de chiropraxie, désormais n'étant plus étudiant, il est davantage disponible pour ses enfants qui sont enchantés de partager plus de moments avec lui. Malheureusement, avec le temps, des problèmes surgissent au sein du couple.
Ils s'éloignent progressivement l'un de l'autre et 2 ans après leur aménagement, en 1992, le couple met fin à 15 ans de mariage en divorçant. C'est un énorme coup dur pour la famille. Ashley a 9 ans et son monde s'effondre. La famille va être éclatée. Ashley et ses 2 petites sœurs restent avec leur mère. Elles aménagent à Twin Falls dans l'Ohio, pendant que leur père et les 2 garçons restent à Boise. Malgré les 200 km qui les séparent désormais, Ashley maintient le lien avec son père et ses frères. Les filles rendent visite à leur père un week-end sur 2. Toutefois, cette situation marque une rupture dans la famille. Le divorce de ses parents et la fragmentation de la famille affectent profondément Ashley. Cela renforce en elle une conviction, elle ne souhaite pas cela pour ses futurs enfants, elle aspire à avoir une famille soudée et aimante, c'est d'ailleurs un autre point commun qu'elle partage avec Emmett. Au lycée, Ashley est une pom-pom girl très populaire, elle est la capitaine de l'équipe, c'est une jeune fille épanouie. Seulement, ce bonheur ne va durer qu'un temps. En effet, sa mère se remarie, entraînant un nouveau déménagement pour la famille. En 1997, alors qu'Ashley a 15 ans, il s'installe à Saint-Georges, dans le sud de l'Utah. C'est le 3e déménagement pour Ashley et ses sœurs en l'espace de 7 ans. C'est une nouvelle épreuve pour l'adolescente qui quitte ses amis et son école dans laquelle elle était tant appréciée. Mais la jeune fille ne manque pas de ressources, dans son nouveau lycée, elle s'intègre très vite, se fait de nouveaux amis et devient une fois encore la capitaine de l'équipe des Pom-Pom Girls. Malgré tous ces bouleversements, Ashley est heureuse, les déménagements successifs l'ont aidée à grandir, elle est très proche de ses 2 petites sœurs et elle est ravie de voir sa mère heureuse avec son nouveau mari. En 2003, elle poursuit ses études à l'Université de l'Utah où elle se spécialise en photographie. Finalement, au bout de quelques mois, elle décide de bifurquer vers des études de développement de l'enfant et c'est là que son chemin croise celui d'Emmett. Alors qu'elle travaille au gymnase de l'université pour financer ses études, un jour l'un de ses collègues de travail lui demande de la rejoindre quelques minutes plus tard dans la salle d'attente. Perplexe quant à ses intentions, elle accepte néanmoins. C'est là qu'il lui présente Emmett en lui disant « Voici Emmett, vous feriez un très beau couple ». Il ne s'est pas trompé, c'est un véritable coup de foudre. Très rapidement après leur première rencontre, Emmett et Ashley commencent à sortir ensemble. Ashley admire beaucoup ce jeune homme charismatique qui a toujours le mot pour rire et Emmett apprécie le dynamisme et la douceur d'Ashley. Mais ce qui est un facteur déterminant, c'est qu'ils partagent la même foi et la volonté de fonder une grande famille. 4 mois après leur première rencontre, Emmett la demande en mariage. C'est un véritable rêve pour la jeune femme qui est folle de joie. C'est ainsi que le 6 mars 2004, ils se marient entourés de leur famille et de leurs amis. Quelques mois plus tard, c'est avec beaucoup d'émotion qu'Ashley découvre qu'elle est enceinte de jumeaux. Boston et Bailey, 2 ravissantes petites filles, viennent au monde en 2005. Ashley, à 23 ans et comblée, elle qui a toujours rêvé de devenir maman, vit son rêve le plus cher. Emmett est lui aussi ravi de devenir père, de l'avis de tous, c'est un papa attentionné, aimant et très impliqué. En 2007, pour leur plus grand bonheur, un petit garçon vient agrandir la famille, Tig. Le couple est à présent marié depuis 3 ans, ils ont déjà 3 enfants, tous les 2 sont comblés, ils avaient tant rêvé d'avoir une grande famille. Ashley s'épanouit dans son rôle de mère au foyer, tandis qu'Emmett trouve son équilibre en tant que père de famille. Les enfants grandissent bien et tout semble aller pour le mieux au sein de cette charmante famille. En 2008, à l'âge de 28 ans, Emmett, que je vous ai présenté plus tôt comme un jeune homme travailleur et ambitieux, décide de prendre un virage dans sa carrière. Il veut devenir avocat et pour cela, il n'hésite pas, soutenu par son épouse, à reprendre ses études. La famille choisit donc de déménager à Washington avec leurs 3 enfants afin de se rapprocher de la famille d'Ashley qui y réside désormais. Ils s'installent dans le ranch de la mère d'Ashley et de son nouveau mari.
Ainsi, pendant qu'Emmett se consacre à ses études, Ashley bénéficie du soutien des siens, sa mère, son beau-père et ses 2 petites sœurs. Emmett s'inscrit à la faculté de droit, déterminé, chaque jour il effectue 1 heure de trajet aller-retour pour se rendre à ses cours. Cette routine est non seulement épuisante, mais elle le tient aussi éloigné de sa famille. C'est un sacrifice que le couple est prêt à endurer. Ashley assure avec les enfants au quotidien pendant qu'Emmett se concentre pleinement sur ses études de droit. Ils savent qu'une fois ces dernières terminées, la nouvelle situation professionnelle d'Emmett entraînera une amélioration du niveau de vie pour la famille. En novembre 2009, Emmett obtient son diplôme. C'est un grand soulagement pour le couple. Ashley est fière de son mari. Elle pense qu'à présent, il sera plus présent pour elle et les enfants. D'ailleurs, le couple vient d'accueillir cette même année une nouvelle petite fille, Kaleya. Juste après la naissance de la petite dernière, le diplôme d'Emmett d'avocat en poche, la famille décide de s'installer à Boise, une ville qu'ils connaissent bien pour y avoir dans le passé tous les 2 vécu. Emmett vient d'y trouver un emploi dans un cabinet d'avocat. À côté de cela, il continue d'étudier pour passer l'examen du barreau. C'est une nouvelle vie pleine de promesses pour la petite famille. Grâce aux revenus d'Emmett, ils achètent une maison, ils sont aux anges, tout se déroule comme ils l'avaient toujours prévu. Seulement, contrairement aux espoirs d'Ashley, son époux n'a guère plus de temps à lui consacrer à elle et à leurs enfants. Il passe de nombreuses heures à étudier, enfermé dans son bureau lorsqu'il n'est pas au cabinet. Elle attend patiemment qu'il réussisse cet ultime examen. Une fois acquis, se dit-elle, il sera bien plus présent. Pendant ce temps-là, Ashley s'occupe de ses 4 enfants et en plus de cela, elle est enceinte du 5e. Finalement, le travail paie, Emmett réussit son examen du barreau. Malheureusement, contrairement aux souhaits d'Ashley, il n'a pas plus de temps à consacrer à sa famille, bien au contraire, il doit à présent lancer sa carrière naissante, il est débordé. Vers le milieu de l'année 2010, voulant augmenter ses revenus, il décide d'ouvrir son propre cabinet parallèlement à l'emploi qu'il occupe déjà. Son patron l'autorise à installer son cabinet de droit pénal dans ses locaux. Il s'occupe donc des affaires que son patron lui confie et en plus, il gère ses propres dossiers. Pour pouvoir tout mener de front, Emmett travaille comme un forcené, mais au bout de quelques mois, il doit se rendre à l'évidence, c'est trop de travail, il ne peut pas tout gérer seul. Il décide d'embaucher quelqu'un pour le soutenir. C'est alors que l'une de ses collègues de travail, Kelly, avec laquelle il s'entend bien, lui parle d'une certaine Candy Hall. Candy, qui vient justement de se faire licencier, recherche un emploi d'assistante juridique, son profil semble parfait. Kelly organise donc un déjeuner pour les présenter l'un à l'autre. Le feeling passe tout de suite très bien entre la quadragénaire et le jeune avocat trentenaire plein d'ambition. C'est ainsi qu'Emmett décide de l'embaucher en novembre 2010. Comme lui, Candy est mariée et mère de famille. Son mari travaille dans l'informatique au département du shérif. Ensemble, ils ont 2 filles qui sont adolescentes. Ashley, qui continue de s'occuper avec dévotion de ses enfants qui sont tous très jeunes, remarque que le comportement de son époux change. Il n'est plus vraiment le même. Elle le trouve distant et a l'impression qu'ils ne sont plus aussi connectés qu'auparavant. Enceinte de leur 5e enfant, elle se sent délaissée. Il n'est plus là pour la soutenir, il trouve toujours une excuse pour ne pas assister aux rendez-vous médicaux de suivi de grossesse. Bref, elle sent que quelque chose a changé, mais elle n'arrive pas vraiment à savoir quoi. Elle se pose beaucoup de questions, elle cherche à comprendre. Elle sait qu'il a beaucoup de travail, il rentre souvent tard le soir et part tôt le matin, et elle se demande même s'il n'aurait pas une liaison. Seulement, elle ne peut pas y croire, elle le connaît bien, il ne lui ferait jamais ça. Elle pense que c'est sûrement une mauvaise passe, c'est bien connu, il y a toujours des hauts et des bas dans un couple. Malgré tout, le comportement d'Emmett la travaille. Un jour, elle décide de débarquer à son travail à l'improviste. Elle profite de sortir d'un rendez-vous médical pour lui faire la surprise. Elle lui fera un petit compte rendu et ce sera aussi, elle l'espère, l'occasion de déjeuner ensemble et de se retrouver en amoureux sans les enfants.
Seulement, la réaction d'Emmett ne va pas du tout être celle qu'elle espérait. Il semble très mal à l'aise de cette visite impromptue. En la voyant arriver, il devient blanc comme un linge. C'est d'ailleurs Candy qui l'accueille. Ashley est tout de suite interpellée par la tenue de la quadragénaire. Elle est habillée très sexy avec une jupe courte et des cuissardes. L'espace d'un instant, elle se demande si Emmett et Candy n'ont pas une liaison. Mais elle chasse très vite cette idée de son esprit. Emmett est un homme sérieux, ils sont sur le point d'avoir leur 5e enfant, jamais il ne la trahirait ainsi et surtout Candy est quand même nettement plus âgée qu'eux. Quelques semaines plus tard, Ashley met au monde leur 5e enfant, un petit garçon que le couple décide d'appeler Titus. Pour l'occasion, Candy fait livrer un panier garni avec tout le nécessaire pour le nouveau-né. Ashley est alors soulagée et désormais persuadée que rien de répréhensible ne se passe entre son mari et son assistante. S'ils étaient amants, jamais Candy ne se serait montrée si gentille en envoyant un tel cadeau accompagné d'un gentil petit mot, pense-t-elle. Seulement, le comportement d'Emmett est toujours aussi distant. Contrairement aux naissances précédentes, il ne s'implique pas, il semble renfermé sur lui-même, il est constamment sur son téléphone portable. Il n'est pas souvent présent à la maison, si bien qu'un jour les enfants demandent à leur mère si leur papa vit toujours avec eux, car il n'est jamais là, il est constamment au travail. Ashley souffre de plus en plus du manque d'attention de son époux, elle ne se sent pas bien, mais elle pense alors souffrir d'une sorte de dépression postpartum. Elle essaie de chasser ses idées noires, de positiver, seulement elle sent bien que quelque chose s'est cassé entre eux. Pensant que c'est certainement une mauvaise passe, comme beaucoup de couples traversent, elle en parle à Emmett, mais il ne semble pas très réceptif et refuse d'avoir une conversation honnête avec son épouse. Pire encore, la conversation se termine en dispute. Les jours suivants, Ashley essaie à plusieurs reprises de lui parler. Hélas, le dialogue est brisé. Chaque fois qu'elle met le sujet sur la table, Emmett se renferme et la discussion vire en dispute. Néanmoins, la mère de famille est prête à tout pour sauver son couple, elle insiste et lui propose même d'aller voir un conseiller conjugal. Seulement, le jour du rendez-vous, Emmett ne se présente même pas chez le thérapeute. Ashley est totalement abattue, elle se retrouve seule devant le thérapeute pour suivre une thérapie de couple. Elle a terriblement honte, mais elle n'a pas l'intention de baisser les bras. Lors du divorce de ses parents, elle avait beaucoup souffert et elle s'était promis que jamais elle ne vivrait la même chose. Elle voulait un foyer uni pour ses enfants. Le 11 mars 2011, le couple vient de fêter ses 7 ans de mariage et ils n'ont jamais été si loin l'un de l'autre, si peu complices. Désespérée par la situation, Ashley, qui est prête à tout pour sauver son mariage, décide de passer à l'action pour le bien de ses enfants et de sa famille. Ce matin-là, comme chaque matin, Emmett part très tôt pour le travail. Ashley décide alors de lui montrer à quel point elle l'aime et à quel point il compte pour elle et les enfants. Elle passe sa journée à se faire belle, à apprêter la maison, à préparer un bon repas pour le soir. Elle lui cuisine son plat favori, elle dresse la table et attend impatiemment son retour. Elle passe des heures à tout préparer et elle espère que lorsqu'il rentrera du travail le soir, il mesurera à quel point il a de la chance d'avoir une si belle famille et une épouse si dévouée. Seulement, lorsqu'Emmett arrive enfin, les choses ne se passent pas comme elle l'aurait espéré. Il se montre très froid et distant, alors qu'Ashley veut l'embrasser, il détourne la tête sur le côté et ne semble pas remarquer les efforts que sa femme a fait pour lui. Il lui dit qu'il a déjà mangé et ne touche rien du repas. Extrêmement déçue, Ashley fait donc manger les enfants, elle va les coucher et elle décide ensuite de confronter son mari. Les choses ne peuvent plus durer ainsi. Mais celui-ci n'est pas d'humeur à discuter, il se met en colère et refuse une fois de plus de discuter. Vers 20h45, son téléphone sonne. Après avoir raccroché, il annonce à Ashley qu'il doit se rendre à la pharmacie. Elle le supplie de rester pour qu'ils discutent, mais il lui répond sèchement « J'y vais, ne me dis pas quoi faire » et
il quitte la maison. Vous vous en doutez bien, Emmett n'est pas allé subitement chercher des médicaments et Ashley ne s'était pas trompée quelques mois auparavant lorsqu'elle avait pressenti qu'il se passait quelque chose entre son mari et son assistante Candy. Entre eux, les choses sont allées très vite. En seulement 2 semaines, ils étaient devenus amants. Le mariage de Candy était en difficulté, son mari, Rob, s'était montré agressif à plusieurs reprises et, selon ses dires, il n'était pas fidèle. Tandis qu'Ashley cherchait désespérément à comprendre la situation et à sauver son propre mariage, Rob avait rapidement discerné un changement dans le comportement de sa femme. Plus perspicace qu'Ashley, il avait vite compris que Candy avait une aventure. Ses soupçons s'étaient aussitôt dirigés vers le jeune patron de son épouse, Emmett. 3 mois auparavant, en janvier 2011, il avait adressé un courriel à sa femme, écrivant « Bonne lune de miel avec Emmett, le karma est une garce, rira bien qui rira le dernier ». Candy a beau nier avec virulence et soutenir qu'il se fait des films, Rob n'en démord pas et ronge son frein. D'ailleurs, ce soir-là, le 11 mars 2011, Candy quitte son travail aux alentours de 18h et en arrivant à la maison, elle retrouve Rob, son mari, dans le garage en train d'emballer de grands cartons. Il lui dit qu'il n'en peut plus de cette situation et qu'il quitte la maison. Il lui réaffirme qu'il est au courant de sa liaison et qu'il ne peut plus tolérer cette situation. Acculée pour détourner une nouvelle fois les soupçons concernant sa relation avec son patron, elle ment en avouant avoir eu une aventure avec un avocat en Oregon. Cela ne le convainc pas et il quitte la maison vers 20h45. Juste après son départ, elle décide de se rendre à la pharmacie pour récupérer quelques médicaments et c'est à ce moment-là qu'elle en profite pour appeler Emmett et lui raconter qu'elle vient d'avoir une grave discussion avec son époux et qu'il a quitté la maison. Elle lui propose de la retrouver à la pharmacie. Ainsi, à la suite de cet appel, il quitte la maison aux alentours de 20h45 pour retrouver Candy sans fournir d'explications supplémentaires à la désemparée Ashley. Au milieu de ce tumulte, les fils du destin se tissent, aucun des acteurs de cette histoire n'aurait pu prévoir le chaos à venir. Le couple illégitime se retrouve donc sur le parking de la pharmacie vers 21h22. Candy est la première à arriver, elle gare sa voiture et rentre dans la pharmacie pour récupérer ses médicaments. Lorsqu'elle ressort, Emmett est là. Elle monte dans sa camionnette, il quitte le parking et s'arrête dans une station-service pour faire le plein. Par la suite, il décide de se rendre dans un quartier résidentiel plus isolé en quête d'intimité. Là, ils auront une relation sexuelle, la deuxième de la journée. C'est alors que le téléphone de Candy se met à sonner. Sa fille, en passant devant la pharmacie, a reconnu la voiture de sa mère sur le parking. Elle pense alors qu'elle va la retrouver à l'intérieur du magasin, mais elle n'y est pas. Elle la contacte sur son téléphone, mais Candy, qui est en plein débat avec Emmett, ne répond pas. Sa fille insiste, essaie de la joindre plusieurs fois, mais aucune réponse. De plus en plus inquiète, elle décide d'appeler son père. Elle est loin d'imaginer que ses parents viennent de se disputer à cause de la liaison de sa mère et que ce dernier vient tout juste de quitter la maison avec ses bagages. Elle dit alors à son père qu'elle a vu la voiture de Candy sur le parking du Walgreen, mais qu'elle n'a pas trouvé sa mère à l'intérieur et que cette dernière est injoignable au téléphone. Juste après avoir raccroché avec son père, son téléphone sonne, c'est sa mère qui la rappelle. Pour justifier le fait qu'elle ne lui ait pas répondu et que sa voiture soit sur le parking, elle prétend avoir croisé sa meilleure amie Michelle sur celui-ci et elle lui dit qu'elle est sur le chemin du retour. Seulement, l'appel de sa fille ne va faire qu'exacerber la colère de Rob qui comprend tout de suite que sa femme est sûrement avec son amant. Juste après cet appel, Rob prend sa voiture et se rend sur place. Lorsqu'il arrive, le couple n'est pas encore là. On le voit sur les images de surveillance arpenter les rayons de la pharmacie à leur recherche. Alors qu'Emmett et Candy sont sur le chemin du retour,
Le téléphone de Candy sonne de nouveau, c'est son mari. Il est très remonté. « Où es-tu? Que fais-tu » lui demande-t-il sèchement. Elle lui répond qu'elle est sortie. Rob, pressentant la situation, lui demande alors « Tu es avec Emmett ?» Candy admet être en compagnie de son patron, mais elle affirme qu'ils sont seulement en train de discuter. C'est à ce moment-là qu'Emmett prend le téléphone souhaitant s'adresser à lui. Malheureusement, la discussion entre les deux hommes s'envenime et Emmett menace Rob de lui casser la figure. Peu après 22 heures, le couple arrive sur le parking. Emmett stationne son pick-up et lui et Candy descendent du véhicule. Rob, qui était dans le sien, en sort également. Cette confrontation va bouleverser leur vie à jamais. Juste après leur rencontre, 3 coups de feu retentissent. Quelques instants plus tard, les deux hommes sont à terre. Emmett saigne de la poitrine et de la tête, quant à Rob, il semble être lui aussi touché à la tête. Candy, en larmes, contacte immédiatement la police. Elle n'est d'ailleurs pas la seule à les appeler, un témoin ayant entendu les coups de feu vient tout juste de composer le numéro d'urgence pour signaler une fusillade. Les secours arrivent et retrouvent les deux hommes au sol, l'un est mort et l'autre gravement blessé. Une première balle a été tirée dans la poitrine d'Emmett, le faisant sans doute tomber à genoux. Le deuxième coup a été mortel, il l'a touché en pleine tête. Rob est toujours en vie, mais il est blessé par balle à la tête. La blessure semble superficielle, le tir n'a pas percé son crâne, il est conduit à l'hôpital pour y être soigné. La police ne connaît pas encore le déroulement des faits, Candy est la seule témoin de l'altercation et vous allez voir qu'elle est loin d'être fiable. Quelques minutes après le drame, elle est amenée au poste afin d'y être interrogée, elle est hystérique. Elle nie, dans un premier temps, avoir une liaison avec Emmett. Elle raconte qu'elle l'a rencontré par hasard sur le parking de la pharmacie et qu'ils sont juste amis. Elle explique qu'ils ont profité de cette rencontre fortuite pour parler de leurs problèmes conjugaux respectifs. C'est ainsi qu'elle est montée dans le pick-up d'Emmett, ils sont allés faire l'essence, puis elle a reçu le coup de téléphone de sa fille, suivi de celui de Rob. Elle affirme qu'à ce moment-là, Emmett lui a pris le téléphone et il a commencé à menacer son mari. La police remarque tout de suite que le récit de Candy est décousu, incohérent et qu'elle est en train de leur mentir. Pourquoi Emmett aurait-il menacé Rob si elle n'avait aucune relation avec son patron? Elle confirme ensuite que c'est Emmett qui s'est montré menaçant sur le parking. Suite à ces révélations, elle arrête son récit, se met à pleurer et demande à faire une pause. Les policiers, sentant qu'ils tiennent une piste, mettent la pression sur Candy afin qu'elle continue son récit. Elle raconte qu'après être sortie du véhicule, Emmett s'est tenu contre celui-ci, les bras croisés. Rob s'est approché d'eux et a interpellé sa femme. « Que se passe-t-il » lui a-t-il demandé. Ce à quoi Emmett a répondu « Elle ne veut pas être avec toi, lâche-la ». Le ton monta alors d'un cran supplémentaire et toujours selon les dires de Candy, Emmett se mit à insulter Rob et à le provoquer comme s'il voulait faire éclater une bagarre. Rob, agacé par la situation, interpella alors une nouvelle fois sa femme. « Tu veux vraiment être avec ce type? Il a 5 enfants, Candy. » Il s'est alors tourné vers Emmett en ajoutant « Et ta pauvre femme, elle vient juste d'avoir un bébé et toi, tu sors avec ma femme ?» Ce fut la provocation de trop pour Emmett qui, toujours selon Candy, se rua sur Rob pour en découdre. Il le poussa de ses 2 mains sur la poitrine, celui-ci chancela mais ne tomba pas. Pour Candy, c'en était trop, elle intervint en demandant à Emmett de remonter dans son pick-up et elle demanda à son mari de rentrer à la maison avec elle pour retrouver leur fille qui les attendait. Elle tourna ensuite les talons et se dirigea vers sa voiture. C'est alors qu'elle entendit 2 coups de feu successifs, puis un 3e. Elle dit ne pas savoir qui a tiré en premier car à ce moment-là, elle était dos à la scène. Suite aux déflagrations, elle se retourna brusquement et constata avec effroi qu'Emmett était à terre. Il saignait de la poitrine et de la tête. Elle vit aussi Rob, son mari, à terre qui saignait également de la tête.
Elle raconte qu'à ce moment-là, elle s'est précipitée sur Emmett pour faire un point de compression sur sa poitrine afin de tenter de stopper l'hémorragie. Mais elle s'aperçut soudainement que Rob était en train d'essayer de se relever, il tentait de reprendre son arme. Candy se précipita alors sur celle-ci et la jeta le plus loin possible dans le parking. Elle ne sait rien de plus, elle le jure. Durant l'intégralité de l'interrogatoire, Candy nia avoir une relation avec Emmett. Souhaitant avancer dans leur enquête, les policiers décident alors d'interroger l'un des protagonistes principaux de ce drame, Rob. Seulement, étant sous la morphine en raison du traitement de ses blessures, il n'apparaît pas très lucide. Il explique ne se rappeler que de quelques détails et informe les agents qu'il souffre d'amnésie rétrograde. Il se souvient seulement être allé au parking suite à l'appel de sa fille, y être arrivé et avoir vu Candy et Emmett. Il raconte qu'Emmett est sorti de la voiture précipitamment pour l'attaquer. Pendant l'altercation, son arme a glissé de sa poche et Emmett l'a ramassée pour lui tirer dessus. Il affirme ne pas se souvenir avoir tiré sur Emmett. À 1h du matin, 3 policiers se présentent chez Ashley. Ils lui annoncent qu'il y a eu une fusillade et que son mari, âgé de seulement 31 ans, a été tué. C'est un terrible choc pour la mère de famille de 28 ans. Elle se retrouve veuve avec 5 enfants à élever. Les jumelles ont 6 ans, Tig est âgé de 4 ans, Keleya a 20 mois et le petit dernier a tout juste 8 semaines. Malheureusement, la mère de famille n'est pas au bout de ses peines. Les officiers lui révèlent que c'est Rob, le mari de Candy, qui est responsable de la mort de son époux. Ashley est effondrée. En l'espace de quelques heures, tout son monde s'est écroulé. Cependant, elle ne peut pas se permettre de sombrer dans le désespoir, elle doit rester forte pour ses enfants. Après avoir encaissé le choc de cette terrible nouvelle, elle réalise que ses intuitions étaient justes. Les pièces du puzzle des derniers mois s'assemblent et elle comprend que son mari avait bel et bien une relation avec son assistante. Elle confiera s'être sentie complètement désemparée. Pourquoi son mari n'avait-il pas lutté pour elle, pour leur famille, alors qu'il l'avait fait pour sa maîtresse? Elle dira qu'à ce moment-là, elle s'est sentie laide, inutile, sans valeur, perdant ainsi toute estime d'elle-même. Le plus difficile pour elle a été d'annoncer la nouvelle à ses enfants et de faire face à toutes les rumeurs qui circulaient à propos de cette tragique affaire. Le jour suivant le drame, en revenant de l'école, ses aînés lui ont confié avoir entendu dire que leur père avait été assassiné par le mari de sa maîtresse. Dans un premier temps, elle a envisagé leur cacher la vérité tant cela lui semblait insurmontable. Cependant, elle a finalement décidé de leur révéler toute la réalité, aussi cruelle soit-elle. C'est à cause des mensonges que nous en sommes arrivés là. Je voulais briser ce cercle infernal, même si c'était difficile, témoignera-t-elle. Pendant ce temps, les enquêteurs s'efforcent de démêler les événements, s'interrogeant sur la nature réelle des liens unissant ces 3 individus. Tandis que Candy persiste à nier toute relation intime avec son patron, Kelly, la collègue d'Emmett qui les avait présentés l'un à l'autre, livre un témoignage bien différent. Quelques semaines plus tôt, en février 2011, elle avait tout découvert. Emmett et Candy l'avaient appelée dans son bureau pour lui révéler leur relation. Kelly avait été très choquée, d'autant plus qu'elle connaissait Ashley et qu'elle savait qu'avec Emmett, il venait d'avoir un 5e enfant. Bien qu'elle désapprouvait totalement la situation, elle avait gardé le secret pour elle. De plus, les policiers découvrent dans le pick-up de Rob des mails échangés entre Candy et Emmett qu'il avait imprimés, prouvant ainsi la liaison de sa femme avec son patron. Alors qu'il affirmait avoir agi en état de légitime défense, arguant qu'Emmett avait saisi son arme pour lui tirer dessus, les analyses ont révélé que seul Rob présentait des traces de poudre sur les mains. Rob a donc tué l'amant de sa femme. Ce soir-là, il était vêtu d'un bas de survêtement et d'un sweat à capuche noire doté d'une poche kangourou. Juste avant de sortir de son véhicule, il avait retiré son arme à feu de son étui,
une arme que Candy lui avait d'ailleurs offerte, et il l'avait glissée dans sa poche. Pour la police, le crime était prémédité, il s'était rendu sur le parking avec son arme afin d'éliminer son rival. Il est donc arrêté et accusé de meurtre au premier degré. C'est en octobre 2012 que s'ouvre le procès de Rob, accusé de meurtre au premier degré. Il plaide non coupable. Dans l'attente de son jugement, alors qu'il était en détention, il avait renoué avec son épouse infidèle. Durant le procès, elle déclara qu'elle avait toujours aimé son mari et qu'elle n'avait jamais envisagé de le quitter. Malheureusement pour elle, il a été prouvé qu'Emmett et elle avaient consulté un avocat dans le but de divorcer de leurs partenaires respectifs. Selon l'avocat de la défense, c'était Emmett qui s'était montré menaçant et Rob avait tiré en état de légitime défense. D'ailleurs, le témoignage de Candy va dans ce sens. Emmett, très énervé, aurait perdu son sang-froid lorsqu'il lui avait dit de retourner avec sa femme et ses enfants. Pour les avocats de la défense, ce soir-là, Emmett, à qui Candy avait confié être maltraité par son mari, était particulièrement agressif. C'est pour cette raison qu'il lui vouait une telle haine et avait cherché à le tuer. Seulement le procureur avait la preuve que les choses ne s'étaient pas passées ainsi. Il a soulevé le fait que Rob s'était rendu au Walgreen avec l'intention de tuer Emmett parce qu'il entretenait une relation avec sa femme. Ne supportant plus la situation, il était à bout et avait décidé de faire ses valises le jour même avant de quitter le domicile conjugal. Quand sa fille l'a informé que la voiture de sa mère se trouvait sur le parking de la pharmacie, il a vu rouge. Il a immédiatement pris son arme et s'est précipité sur les lieux pour en découdre. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il avait dans sa voiture des copies de mails échangées entre les amants. De plus, il était le seul à présenter des résidus de poudre sur les mains. Sa théorie de la légitime défense ne tenait donc pas la route selon les expertises. Il était le seul tireur. Pour le procureur, il avait d'abord abattu son rival avant de retourner l'arme contre lui. La pauvre Ashley était présente durant tout le procès. Elle dut entendre tous les détails de la liaison entre son époux et son assistante. Au bureau, tout le monde avait remarqué leur petit manège, ils avaient régulièrement des relations intimes sur place et même certains de leurs clients les avaient surpris. Elle était vraiment la seule à n'avoir rien vu venir. Elle est venue à la barre raconter à quel point ce terrible drame avait bouleversé sa vie et celle de ses enfants. Les parents d'Emmett sont également venus témoigner de leur profond chagrin. Finalement, le procureur n'a pas pu présenter assez de preuves pour prouver que l'attaque avait été préméditée. Rob a donc été reconnu coupable de meurtre au second degré et condamné à 30 ans de prison. Lorsqu'il a rendu son verdict, le juge s'est adressé à Candy et il lui a dit qu'en 30 ans, il n'avait jamais vu un témoin aussi peu crédible et fiable qu'elle. Avant son incarcération, Rob a pris la parole pour présenter ses excuses à la famille Corrigan. Quelque temps après sa condamnation, il a fait appel, ses avocats ont présenté d'anciens messages Facebook écrits par Emmett et dans lesquels il parlait de combattre quelqu'un. Ses avocats ont tenté de convaincre la cour qu'il parlait de Rob, ramenant la thèse de la légitime défense sur le tapis. Malheureusement pour eux, cet appel a été rejeté. Aujourd'hui, Rob est toujours en prison où il purge sa peine. Candy, de son côté, a elle aussi rencontré des problèmes avec la justice. Durant cette même année, en 2012, elle a été condamnée à 14 ans de prison pour avoir détourné 32 000 $ de son ancien employeur, celui qui l'avait licenciée avant qu'elle ne commence à travailler pour Emmett. Au départ, elle devait purger au moins 2 ans de prison avant d'être éligible à une libération conditionnelle, mais le juge l'a libérée plutôt à condition qu'elle suive pendant 6 mois un programme en prison. Aujourd'hui, elle est libre mais toujours en probation, elle le sera jusqu'en 2026. Ashley, qui s'est retrouvée à 28 ans veuve avec 5 enfants à charge, s'est beaucoup réfugiée dans la foi. Elle s'est efforcée d'élever au mieux ses enfants et de pallier l'absence de leur père.
Elle a affirmé avoir depuis pardonné même si le chemin a été long et compliqué. La mort de son mari a été une épreuve extrêmement difficile. Découvrir qu'il l'avait trompée pendant si longtemps l'a profondément affectée et elle a perdu toute confiance en elle. Malgré tout, elle a réussi à surmonter cette terrible épreuve et en tirer une leçon positive. Elle a écrit un livre dans lequel elle évoque sa foi, le pardon et ses espoirs pour l'avenir. Elle a aussi créé un blog où elle défend les droits des victimes de traumatisme, partageant des ressources sur le veuvage et la gestion du trauma. Mais ce n'est pas tout. Elle est également la fondatrice d'une association à but non lucratif nommée Une raison de se tenir debout. Cette association propose des cours en ligne et soutient les individus en deuil. En 2015, Ashley a été invitée dans la célèbre émission de Dr. Phil. Elle a accepté l'invitation, elle souhaitait venir y faire la promotion de son livre, seulement l'expérience s'est avérée particulièrement éprouvante. Quelques jours avant l'enregistrement de l'émission, l'équipe de production a contacté Ashley pour lui demander de lever l'ordonnance de non-contact qu'elle avait obtenue contre Candy. Selon eux, Candy souhaitait lui présenter ses excuses. Mais la réalité était tout autre. Le but de l'émission était de créer le buzz en confrontant les deux femmes. Bien que stressée à l'idée de cette confrontation, Ashley accepta. Elle pensait qu'elle obtiendrait peut-être des excuses, mais les choses ne se sont pas passées ainsi. Dans un premier temps, Ashley a parlé de son expérience, puis Candy est arrivée. Elle semblait dépourvue de tout remords, n'assumant aucune faute, aucune responsabilité. Plus encore, de façon provocatrice, elle a lancé à Ashley « Qu'est-ce que tu veux de moi? Tu veux des excuses? Que je te dise que je suis désolée ?» Elle a ajouté qu'Emmett était conscient de ses actes lorsqu'il avait entamé une liaison avec elle et qu'elle ne ressentait aucun remords. Rétrospectivement, Ashley a confié qu'elle était restée sidérée face à Candy, incapable de lui dire tout ce qu'elle aurait souhaité exprimer. Elle a regretté sa participation à cette émission, sentant que cela avait ravivé de vieilles blessures. La bonne nouvelle dans cette histoire, c'est qu'Ashley s'est remariée avec un homme nommé Scott Boyson. Ils semblent vivre une belle histoire d'amour et ont eu 2 autres petites filles. La famille paraît aujourd'hui très soudée, ils habitent tous ensemble dans une belle et spacieuse maison. D'après ce que j'ai pu observer sur les réseaux sociaux, les jumelles qui ont maintenant 18 ans ont intégré l'université cette année. Cette histoire nous rappelle une fois de plus que l'adultère est un jeu risqué aux conséquences parfois tragiques. Si l'affaire Jonathan Amereau ne vous dit rien, je vous recommande d'y jeter un coup d'œil. Le lien sera disponible dans la description. Emmett avait une belle famille, une femme aimante et fidèle qui l'a toujours soutenu dans ses ambitions. Ensemble, ils avaient 5 beaux enfants en bonne santé. Hélas, il a tout compromis en entamant une relation extra-conjugale avec son assistante. Candy était une femme très sexy. Lors d'une visite impromptue au bureau de son mari, Ashley avait été perturbée par la tenue de Candy. Son intuition ne l'avait pas trompée, en seulement 2 semaines, ils étaient devenus amants. Emmett a sa part de responsabilité dans cette histoire d'adultère, mais je pense que Candy est une femme manipulatrice qui a soufflé sur des braises. Comme pour justifier sa relation extra-conjugale avec Emmett, elle lui a raconté que Rob était lui aussi infidèle, qu'il la battait. Cependant, rien de tout cela n'a été démontré lors du procès. Je ne sais pas si c'est exact, mais Emmett l'a cru et c'est pour cela, pour en quelque sorte la protéger, que ce soir-là, il a provoqué une confrontation avec Rob. C'est incontestablement une menteuse, elle a menti à tout le monde, son mari, son amant, à la police, en niant avoir une liaison avec Emmett et même à la justice. Le juge a d'ailleurs soulevé ce point au moment de rendre son verdict. Malheureusement, Rob, le mari trompé, submergé par la colère, n'a pas pu le supporter et il a tué Emmett. Alors je tiens à préciser que je ne cherche pas à le disculper, il est le seul et véritable assassin dans cette histoire. Il est venu avec une intention belliqueuse, son arme à portée de main, et je pense qu'il a abattu Emmett de sang-froid.
De plus, a-t-il réellement tenté de mettre fin à ses jours ou était-ce une mise en scène? Sa blessure à la tête semblait relativement légère, peut-être que dans un ultime instinct de survie, juste avant de tirer, il a détourné la tête, provoquant une blessure moins grave. Cela dit, j'ai du mal à croire qu'on puisse, en se tirant une balle à bout portant dans la tête, s'infliger intentionnellement une blessure volontairement aussi superficielle. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Comme l'a dit Ashley, Emmett n'a pas cherché à se battre pour sauver sa femme et sa famille. En revanche, il n'a pas hésité à le faire pour sa maîtresse. Et cette dernière lui a rendu de la pire des manières en se rangeant du côté de son mari après le crime. Elle a soutenu qu'elle n'avait jamais eu l'intention de divorcer et qu'elle aimait toujours son mari. Cependant, il a été établi qu'Emmett et elle avaient consulté un avocat pour s'informer sur un éventuel divorce. Il semble donc que leur relation allait bien au-delà d'une simple aventure. Ils étaient tous les deux prêts à détruire deux familles pour être ensemble. Emmett, qui semblait sur le moment prioriser sa maîtresse plutôt que sa propre famille, a sans doute cru être légitime pour intervenir lors de cette soirée tragique en confrontant Rob. Cela lui a coûté la vie, il avait seulement 31 ans et un brillant avenir devant lui, il laisse derrière lui une femme et 5 enfants, et tout cela pour finalement pas grand-chose, une femme qui n'a pas hésité à ternir sa mémoire dès qu'elle en a eu l'occasion afin de se protéger elle-même. La façon dont Ashley a appris la terrible vérité est assez bouleversante. Elle faisait confiance à son mari, elle le soutenait dans ses projets, acceptait ses absences, car elle pensait au futur et au bien de sa famille. À 28 ans, elle s'est retrouvée veuve avec 5 enfants dont le plus jeune avait seulement quelques semaines. Elle a dû assumer seule son deuil, leur éducation et toutes les révélations qui ont été faites sur son défunt mari après le drame. Candy, qui, quant à elle, avait l'occasion de s'excuser auprès de la femme de son ex-amant, a au contraire remué le couteau dans la plaie. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de son attitude et de cette affaire dans les commentaires. Ashley est vraiment une femme forte, elle a su surmonter toutes ces épreuves et rebondir pour en faire sortir du positif. Aujourd'hui, elle se sert de cette douloureuse expérience pour aider ceux qui en ont besoin, c'est une belle leçon de vie. Je suis contente qu'aujourd'hui elle ait refait sa vie et qu'elle soit heureuse avec ses enfants et son nouvel époux et je lui souhaite le meilleur. J'espère que malgré la tristesse de cette affaire, vous avez trouvé cette vidéo informative et que vous avez apprécié la façon dont je vous l'ai racontée. Je remercie tous ceux encore présents à la fin de cette vidéo et si c'est votre cas, une fois n'est pas coutume, je vous laisse le choix d'écrire Emmett ou Ashley dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez liker, partager cette vidéo et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous sommes 200 000 à présent sur la chaîne, merci à tous. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire criminelle sur la chaîne, mais jusque-là surtout, restons prudents.